tout d'abord, j'aimerais chaleureusement remercier la Fondation Culture et Rencontre pour cette invitation. C'est toujours un énorme plaisir de pouvoir rencontrer des gens pour leur parler des choses qui me passionnent. Alors, voilà, je vais essayer de vous parler d'un aspect très sombre, mais on va essayer de mettre un peu de lumière dessus. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être suivi tout le cycle, d'autres qui n'ont peut-être pas suivi tout le cycle, donc je vais commencer par vous parler à ma façon de la cosmologie telle que je la vois, et ensuite j'essaierai de parler un petit peu plus de cette méthode de détecter l'invisible, la masse invisible, la matière noire, un peu plus tard. Et puis ce petit bonhomme-là, nous le reverrons un petit peu plus tard. Donc, le Big Bang, vous avez tous entendu ce que c'est, enfin, vous avez tous entendu le nom en tout cas. Ce que c'est simplement le fait que notre univers est en expansion. Et donc, on a cette vision de notre univers, si vous êtes ici maintenant, les galaxies qui sont autour de nous s'éloignent de nous. C'est un fait observationnel, tout simplement. On observe que les galaxies loin de nous s'éloignent, et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Ça nous donne l'idée qu'en fait, c'est comme un ballon qu'on gonfle. Si vous dessinez des points à la surface d'un ballon, vous gonflez le ballon, eh bien, les points vont s'éloigner, et plus ils sont éloignés à la surface du ballon, plus ils vont s'éloigner vite. Donc, on se dit, on est en train de s'étendre vers un univers de plus en plus grand, mais à contrario, ça veut dire que dans le passé, c'était le contraire. L'univers était de plus en plus petit, jusqu'à potentiellement, on ne sait pas, mais à un moment donné, alors, je me suis rendu compte que l'image que j'ai choisie est très très mauvaise, parce que pourquoi c'est aussi grand là? Bon, à un moment donné, tout ça devrait arriver à un point. Et c'est ce qu'on appelle le Big Bang. C'est juste le fait que l'univers s'étend, devient de plus en plus grand. Ça ne dit absolument rien en réalité à ce qui se passe à cet endroit-là. Ce n'est pas quelque chose que les astrophysiciens s'intéressent réellement. En fait, les physiciens des particules, physiciens, théoriciens fondamentaux s'intéressent au premier milliardième de seconde, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est voir qu'est-ce qui arrive à notre univers observable, sachant que toute cette partie-là n'est pas réellement observable. Donc, alors, je vous rassure tout de suite, c'est la seule équation que vous allez voir, mais elle est absolument merveilleuse et je voulais au moins vous la montrer. Tout part d'un bonhomme moustachu qui s'appelle Albert Einstein, qui a émis cette idée incroyable et qui a survécu au temps, donc c'est encore plus incroyable, que en fait l'univers n'est pas quelque chose de statique. L'univers, c'est quelque chose, vous mettez des objets dedans et vous le déformez. Ça, c'est le fondement de la relativité générale. Et partant de là, il a fait cette équation, qu'on appelle l'équation d'Einstein, évidemment, qui apparaît très simple. Mais je vous rassure tout de suite, ces R menu, ces G menu, ce sont des horreurs mathématiques. Donc, essayez même pas d'y penser. Il n'y a que quelques personnes qui s'intéressent vraiment à savoir ce qu'il y a dans ces équations parce qu'elles sont mathématiquement extrêmement compliquées. Le point qui est important, c'est que vous avez une partie là qui décrit la forme de l'univers, en fait la courbure. On a un point, quelle est la forme de l'univers? Est-ce qu'elle est courbée vers le bas, vers le haut, à gauche, à droite, etc. Vous avez ici de ce côté, c'est le contenu en énergie de l'univers. L'énergie, on pense essentiellement à la masse. Et puis il y a ce terme-là, on ne sait pas trop s'il existe ou pas, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique, c'est juste un nombre qui est soit une propriété de l'univers, dans ce cas on met ici, mais ça peut aussi être l'énergie noire. Vous avez entendu parler de l'énergie noire il y a quelques semaines, Camille Bonvin vous a parlé, je pense, exclusivement, pratiquement que de ça. Eh bien, peut-être que ce terme-là, c'est juste l'énergie noire, dans ce cas on le mettrait de l'autre côté. Alors, pourquoi c'est important? En fait, la masse de l'énergie, la masse en fait est quelque chose qui va faire une attraction. C'est-à-dire, si vous avez votre univers, c'est la surface de votre univers, le fait qu'il y ait de la masse dedans va faire qu'il va vouloir se contracter. Mais la constante cosmologique ou l'énergie noire pousse dans l'autre sens. Donc, on a alors ce n'est pas des forces, on a on va quand même appeler ça des forces pour simplifier, deux forces opposées qui vont déterminer en fait le futur de notre univers. Qu'est-ce qui va lui arriver? Et on a essayé de regarder ce qui se passe, comment on peut mesurer la quantité d'énergie noire, la quantité de masse. Alors ça, c'est mon collègue Martin Kutz qui a présenté ça la semaine passée, donc je ne vais pas trop entrer dans tous les détails, mais l'observation par le satellite Planck du rayonnement qui a été émis 400
1000 ans après le Big Bang, donc extrêmement loin dans le passé. Notre univers a 13,5 milliards d'années-lumière, 13,5 milliards d'années, pardon. Et donc, 400 000 ans après le Big Bang, il se passe quelque chose où tout à coup l'univers devient transparent, on peut voir les premiers soubresauts, les premières observations de notre univers. Et partant de là, on arrive à voir que, effectivement, 95% de notre univers est fait de choses qu'on ne connaît pas. Vous êtes ici, ce petit cône, c'est 5% à peu près, c'est la matière qui fait tout ce que vous connaissez, vous-même, la Terre, les étoiles, tout ce que vous voyez. Mais il y a de la matière, en fait, à peu près 5 fois plus, qui est sous une autre forme, qui ne fait pas des atomes, qui ne participe pas à la vie telle qu'on la connaît. C'est ce qu'on appelle la matière noire. Et 70% restant, qui donne donc, ça veut dire encore presque 3 fois plus que la matière elle-même, c'est de l'énergie noire. Ça veut dire quelque chose qui est encore plus bizarre que la matière. Alors, je dirais en quelques mots en quoi c'est complètement bizarre. La première évidence que notre univers était dominé par l'énergie noire, c'est ce diagramme ici, qui a donné le prix Nobel de physique en 2011 à 2 groupes. On a pris des étoiles qui explosent, des supernovas, et en fait ces supernovas, alors on peut dire qu'elles sont à peu près toutes la même luminosité. C'est-à-dire que si vous les mettez à une certaine distance, leur éclat va diminuer d'une manière qu'on connaît très bien. Et vous voyez, il faut vraiment aller dans les détails. Ici, ce sont des supernovas proches, et ça, on a mesuré leur luminosité. Alors, comme les astronomes sont des gens assez bizarres, plus c'est haut, plus c'est faible. Voilà, c'est comme ça. Et plus c'est là, plus on va dans le passé. Bon, voilà. Donc, ils se sont rendus compte que les supernovas qui sont loin de nous, en fait, sont un tout petit peu plus faibles que ce qu'elles auraient dû être. C'est-à-dire que, normalement, vous voyez, la ligne au milieu, c'est si l'univers ne décélère pas, n'accélère pas. Il continue en expansion comme ceci, sans freiner, sans accélérer. S'il freine, les supernovas devraient être en bas. S'il accélère, il devrait être en haut. Alors vous voyez, c'est cette toute petite déviation, et c'est ça aussi c'est extrêmement intéressant parce qu'on cherche à mesurer des tout petits effets, nous indique qu'il faut 3/4 de l'univers sous forme d'énergie noire qui va augmenter la vitesse d'expansion, donc produire une accélération. Pourquoi on n'a pas dit oui, mais tout ça c'est de la matière noire? En fait, cette énergie noire, alors si on dit qu'elle a les mêmes propriétés que la conscience cosmologique, c'est quand même quelque chose, c'est pas de la matière. Pourquoi c'est pas de la matière? La matière, c'est quelque chose, on sait très bien. Imaginez ici, vous avez dans ce jerrycan 1 litre de matière normale et vous allez le verser dans une baignoire qui fait 1000 litres. La densité, en fait, va diminuer avec l'inverse du volume. C'est-à-dire que la densité, si c'est 1, vous allez avoir ici une densité de 1 millième. La quantité d'énergie contenue dans votre matière va être la même, elle ne va pas changer. Si vous réussissez à trouver cette bouteille qui contient de l'énergie noire, premièrement, vous aurez un prix Nobel. Deuxièmement, si vous le versez, cette énergie noire dans la baignoire, la densité va être la même. Donc vous versez votre liquide ou votre énergie noire et la baignoire est remplie, même si vous avez 1 seul litre. Vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose qui a les mêmes propriétés que la matière. Donc pour matière, qu'elle soit noire ou qu'elle soit comme celle qui vous forme tous et toutes, eh bien, elle a cette propriété de dilution qu'on connaît bien sur Terre. L'énergie noire a une propriété complètement différente. Alors j'ai mis des points d'interrogation, parce que justement c'est ça la question. Est-ce que c'est exactement fois 1? Est-ce que c'est exactement 1000 fois plus d'énergie? C'est ce qu'on essaie de savoir. Dans le modèle le plus simple, c'est la densité ne change pas, l'énergie augmente d'un facteur 1000, parce que vous avez 1000 fois plus d'énergie noire tout à coup. Mais on cherche à savoir qu'est-ce qui se cache dans ces points d'interrogation. C'est pas un tout petit peu différent, genre fois 9999. Donc la question fondamentale de la cosmologie maintenant, c'est de comprendre comment se dilue l'énergie noire. Si notre univers augmente, comment évolue la quantité d'énergie noire qu'elle contient. Et pourquoi c'est important? Ah bon, on aime savoir, c'est tout. Mais peut-être d'un point de vue plus
concret, ça va déterminer le futur de notre univers. Vous êtes ici, et alors, un truc aussi extraordinaire, les physiciens sont capables de parler de tout l'univers avec un nombre, qui est sa taille à un moment donné. Bon, c'est un pouvoir d'abstraction relativement important. Il n'y a qu'un nombre qui nous intéresse, c'est la taille de l'univers en fonction du temps. Vous voyez, dans un Big Bang, ça augmente, après ici, il y a une phase de décélération, puis une phase d'accélération peut-être. Donc on est ici. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Si l'énergie noire est exactement diluée, comme je vous ai dit avant, c'est-à-dire qu'elle ne se dilue pas, on s'attend à une accélération. On s'attend à une accélération qui est relativement modérée, qui va continuer infiniment. Si tout à coup, à un moment donné, cette énergie noire disparaît, quand elle se dilue, et tout à coup ça se met à baisser, eh bien, on pourrait arriver à une situation où la masse qui attire, qui fait contracter l'univers, gagne. On va arriver à une situation de Big Crunch qui va être assez inconfortable dans les derniers moments, où tout à coup toutes les galaxies vont venir nous retomber sur la tête et finir à nouveau à une taille nulle comme au moment du Big Bang. L'autre truc qui est aussi assez ennuyeux, c'est si tout à coup la densité d'énergie augmente, au lieu de rester constante, la densité d'énergie de l'énergie noire augmente avec le temps. Et ça va faire ce qu'on appelle le grand déchirement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la force de répulsion va être suffisante pour arracher les étoiles des galaxies, pour arracher la Terre du système solaire, pour arracher les humains de la Terre, et finalement, atome par atome, on va se désintégrer. Alors bon, c'est pas pour tout de suite, mais vous voyez, il y a très peu de différence, et surtout, on ne peut pas aller observer ici. On parle de milliards, dizaines de milliards d'années, centaines de milliards d'années. C'est extrêmement long, les échelles de temps. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder dans le passé et essayer de voir la différence entre ces courbes ici. Alors, je vous ai mis cette boîte qui est l'endroit où on veut essayer de regarder ce qui se passe. Les sondages actuels sont capables de regarder cette zone-là, qui correspond à peu près à la moitié de l'âge de l'univers. Ce qu'on veut faire, c'est repousser, parce que vous voyez, la différence est peut-être plus grande. Plus on va loin, plus la différence va être grande. Pour repousser, il faut aller dans l'espace, et c'est évidemment une introduction à Euclide dont je vous parlerai plus tard. Donc, retour bref sur cette observation absolument fantastique du satellite Planck. Alors, honnêtement, il y a déjà eu des observations avant de ce fond diffus cosmologique, c'est du rayonnement millimétrique. Ce sont des ondes à peu près un peu plus hautes que les téléphones, en fait. Des fréquences un petit peu plus élevées. Et ça, c'est une carte du ciel vue par Planck. Et ce qu'on voit, ce sont des irrégularités. Je vous ai dit, on est capable d'expliquer l'univers avec un seul nombre. En fait, vous voyez, ce n'est pas tout à fait possible, parce que cette image du ciel tel qu'il était 400 000 ans après le Big Bang, eh bien, elle n'est pas uniforme. Et c'est une minuscule différence. Il faut savoir que la différence entre un point bleu et un point rouge, c'est 1/100 millième. C'est-à-dire, si vous avez une personne de 100 kg, la différence, c'est qu'ici, elle pèse 100 kg et 1 gramme, et ici, vous avez elle pèse 100 kg moins 1 gramme. Donc c'est minuscule les différences, mais elles sont fondamentales. Parce que ces points rouges sont les endroits de plus haute densité, plus haute température, qui vont conduire à des endroits où vont se former finalement les galaxies. Dans les galaxies vont se former les étoiles, autour des étoiles vont se former les systèmes planétaires. Donc ces grumeaux infimes de l'espace-temps sont en fait les graines de tout ce qu'on observe actuellement. Et un point qui a été discuté bien plus en détail la semaine passée que ce que je veux vous en dire aujourd'hui, c'est qu'on peut mesurer quelque chose qu'on appelle le spectre de puissance, qui va mesurer en fait la taille caractéristique des fluctuations. Et là, on voit en fait que la taille, alors je vous montre, la taille des zones rouges ou des zones bleues est très clairement définie et nous donne un pic à une certaine taille. Et en fait, ce pic-là va nous suivre, et je vous montrerai comment, tout au long de l'univers. Alors, je vais faire une petite parenthèse, parce que j'ai trouvé une image, j'espère, et parlante.
Vous êtes ici dans ce qu'on appelle l'espace réciproque ou l'espace de Fourier. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas forcément entendu parler de l'espace de Fourier, mais je vais vous montrer ce que c'est. Est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle? Ceci est un signal sonore. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Essayez d'écouter ça. C'est difficile. C'est d'accord. Je vais passer dans l'espace de Fourier, et je suis sûr que tous les musiciens vont immédiatement dire « Ah, mais évidemment, c'est ça ». Voilà l'espace de Fourier. Et qui a trouvé quelle œuvre c'est? J'ai pris la plus facile quand même. Félicitations. Le fait d'écrire des notes au lieu de ce signal complètement barbare, c'est l'espace de Fourier. C'est exactement l'espace de Fourier. Et en fait, votre oreille, elle n'entend pas un truc comme ça, elle entend ça, elle entend les notes. Votre oreille, en fait, avec sa forme en collimation, fait une transformée de Fourier. Donc, je voulais vous donner une image de ce que c'est. Évidemment, mathématiquement, c'est aussi quelque chose d'affreux. On a constamment besoin, quand on parle de la forme de l'univers, d'aller dans cet espace-là. Mais je vais rester très, très léger là-dessus, et je voulais juste vous faire sentir ce que c'est que le monde de Fourier, quelque chose que finalement vous connaissez extrêmement bien tous et toutes. Donc ces petites fluctuations, en fait, au cours du temps, vont faire quelque chose d'assez spectaculaire, qui sont les structures de l'univers. Alors, ce truc-là va revenir, donc ne vous inquiétez pas. Ici, vous êtes à l'endroit où il y a une fluctuation. Enfin, j'espère qu'il va revenir, oui. Vous avez une fluctuation, vous avez un endroit où il y a une surdensité de matière. Et au cours de l'expansion de l'univers, vous voyez ici, ce Z, c'est l'inverse de la taille. C'est-à-dire, s'il vaut 500, c'est-à-dire que la taille de l'univers est 500 fois plus petite que la taille de l'univers actuel. Donc ce nombre, il va descendre parce que l'univers s'étend. Donc cette expansion, en fait, va faire quelque chose une zone un petit peu plus chaude, et donc ça va faire une pression qui va gonfler. Et alors, les neutrinos, c'est rigolo, mais c'est pas très important. Donc regardez pas la courbe verte, regardez la courbe bleue et la courbe rouge. Bleu, c'est le gaz, la matière normale, et rouge, c'est les photons. Et au début, comme le gaz est complètement ionisé, il est complètement imbriqué avec les photons. Donc pendant les premiers débuts de l'univers, vous avez la courbe rouge et la courbe bleue qui vont être absolument identiques. À un moment donné, vous allez avoir l'univers qui devient transparent. C'est-à-dire que vous verrez, là, maintenant, vous allez voir la courbe rouge qui s'échappe, elle part. Mais la courbe bleue ne subit plus de pression, elle s'arrête. Donc quand vous avez une surdensité à un moment donné, vous avez la matière noire qui est ici, ça va créer un pic à une certaine distance qui va dépendre des propriétés de notre univers. Et donc ce pic-là, ça va faire quelque chose comme si, vous voyez, à chaque fois que vous avez une surdensité, autour de la surdensité, il y a un disque qui va se former où il y a plus de galaxies. Donc vous avez ici beaucoup de galaxies, vous allez chercher d'autres galaxies, vous allez trouver d'autres galaxies au plus grand nombre là-dessus. Alors évidemment, l'effet est très fortement amplifié, ce serait facile si vous voyez ces cercles sur le ciel, on ne les voit pas, mais avec des outils statistiques, on arrive plus ou moins à les retrouver. Donc, ceci pour vous expliquer que si on peut trouver des structures et mesurer leur taille, non seulement dans le rayon de fond cosmologique, mais aussi plus tard dans l'univers, c'est-à-dire plus proche de nous, on est capable de mesurer les propriétés de notre univers. Et ça a été fait. Des sondages spectroscopiques, on prend un télescope, c'est un télescope tout à fait normal, mais c'est lui qui a observé 11 millions de galaxies et les a placées non seulement sur le ciel, alors là on voit qu'une tranche, hein, on est ici, mais en fait aussi en distance. On peut mesurer quelle est la taille de l'univers au moment où la lumière a été émise. Alors, je vous ai montré ici un exemple, ça ce sont des différentes galaxies, chacune c'est une galaxie qui est observée avec un spectromètre, c'est-à-dire on étale la lumière visible, et vous voyez, en particulier, cette raie ici, c'est dû à la présence d'oxygène. L'oxygène a une couleur très particulière. Quand l'univers, et c'est aussi exprimé ici, l'univers, en fait, si on est
très distant, la lumière qui vient jusqu'à chez nous va devenir plus rouge. Donc vous voyez, plus on s'éloigne de nous, plus les objets vont devenir rouges. Donc vous voyez, cette raie-là, ici elle est relativement à gauche, ici elle est très à droite. Vous voyez, ça nous permet de placer dans la troisième dimension. Et puis, ce que je vous ai montré avant, ce pic qui s'appelle les oscillations baryoniques acoustiques, baryonique, je ne sais pas, eh bien, ça nous permet de voir. Alors ici, ce n'est pas l'espace de Fourier, mais l'essentiel, c'est que vous voyez cette bosse ici, c'est la même, ici elle est juste plus grande, et on fait aussi, on essaie de voir des modèles, différents modèles cosmologiques qui essaient de reproduire cette forme qu'on voit ici, en particulier cette bosse-là. Donc, avec ces sondages spectroscopiques, on essaie de voir la structure de notre univers et de faire passer des modèles de cosmologie dessus pour mesurer la quantité de matière noire, la quantité d'énergie noire et surtout comment elle évolue finalement. Alors tout ça c'est très bien, mais en fait utiliser ces sondages spectroscopiques, ça a quand même un certain nombre de désavantages. Parce que on va observer des galaxies, mais on sait très bien qu'il y a une toute petite fraction, moins de 10% de la matière de l'univers qui est sous forme d'étoiles. Donc vous n'allez pas voir la matière noire si vous observez les galaxies. Vous n'allez même pas voir toute la matière normale, la moitié seulement est sous forme de galaxies. Donc vous essayez d'observer l'univers en regardant seulement quelques pourcents. En plus, dans ces pics, il y a des phénomènes de formation de galaxies. Les galaxies, elles se forment avec des règles extrêmement compliquées qu'on ne comprend pas complètement. Donc si vous faites un sondage spectroscopique, il faut rajouter toutes les inconnues du processus de formation de galaxies. En plus, il y a des problèmes observationnels. Mesurer ces distances, en quelque sorte, c'est pas facile. Ça peut même être très compliqué dans certaines galaxies. Donc il y a plein de galaxies qui sont juste jetées parce qu'on n'arrive pas à les placer en 3 dimensions. Et puis, si vous faites de la spectroscopie, vous ne pouvez pas aller très loin dans l'univers, parce que les objets deviennent faibles, et donc ils vont s'étaler sur votre spectrographe et vous ne verrez plus rien. Donc la question, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire des cartes de toute la matière? Et c'est là où on retombe sur le titre de cette conférence. Est-ce qu'on peut voir la matière, sachant que à 90% elle est invisible? Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut évidemment une approche très différente. Cette approche très différente utilise, en fait, et ça, voilà, les astronomes sont toujours extrêmement ingénieux. Imaginez, on ne peut que observer. On peut pas. Beaucoup de physiciens, en laboratoire, ils peuvent aller toucher des boutons, rajouter un courant, de la lumière, etc. Nous, on ne peut que observer. Donc, on doit utiliser toutes les ficelles. Et donc, notre univers est courbé par la matière. Imaginez, vous êtes ici, vous observez un objet lointain, et en fait, il se trouve qu'au milieu, il y a un objet très lourd. Il va courber l'univers, et donc la lumière qui va dans cette direction va être courbée et va arriver sur Terre avec un chemin qui ne va pas être direct. Il va tourner autour de l'objet lourd à cause de cette cuvette dans l'espace-temps. Et donc, ce que vous allez observer, c'est une position différente, parce que vous croyez que la lumière vient en ligne droite. Donc vous verrez cet objet-là, vous le verrez ici. Et il se trouve, c'est même pire, parce que vous allez voir un deuxième. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Alors, on arrive à calculer, si vous mettez une masse ici, on arrive à calculer ces trajectoires, ça répond tout à fait à la relativité générale. C'est quelque chose qui a été observé il y a très longtemps, il y a plus d'un siècle. En 1919, c'était extrêmement peu de temps après la publication de la relativité générale, en 1915. Et puis il faut savoir qu'il fallait, pour faire cette observation, il fallait avoir la chance qu'il y ait une éclipse. Et c'est un Anglais qui s'appelle Arthur Eddington qui s'est dit, c'est un des premiers à croire aux prédictions d'Einstein, il s'est dit, on va aller voir. Une prédiction, c'est que si tout à coup une étoile se trouve pas loin du Soleil, donc dans la projection, bien la lumière va être déplacée, va contourner, et vous avez l'impression qu'elle va être déplacée. Alors, il a envoyé 2 équipes, une sur Sao Tomé et Principe, l'autre au Brésil, et il a observé pourquoi il a choisi ce moment, pourquoi ce lieu, parce qu'il y avait une éclipse de soleil.
ce phénomène de lentille existe toujours, bien entendu, mais s'il y a le soleil devant, vous n'avez aucune chance de voir les étoiles qui sont autour. Mais si la Lune nous aide et cache le soleil, vous allez voir, et ça c'est l'observation originale, vous voyez, ces petits points sont les étoiles qu'on connaît de l'amas d'Héliade, un amas qui est très connu, qu'on arrive à voir très facilement depuis ici, même à Genève. Et ces étoiles qui étaient très bien connues, très bien mesurées, tout à coup, ont toutes été déplacées un petit peu, éloignées du Soleil. Donc, le schéma est exactement le même qu'ici. Donc, vous avez une étoile, le Soleil durant l'éclipse, et vous croyez tout à coup que l'étoile s'est déplacée. Ça a été la première preuve de la relativité générale d'Einstein, parce que la théorie newtonienne de la lumière ne prévoit absolument pas quelque chose comme ça. Alors voici quelques lentilles, les premières étudiées. Ici, vous avez deux objets. A priori, bon, voilà, il y a deux objets. Mais en fait, si on fait de la spectroscopie, on voit qu'ils ont exactement la même signature. Vous pouvez dire, c'est comme des empreintes digitales. Ça, c'est l'objet du haut, ça, c'est l'objet du bas. Et vous voyez, c'est exactement la même forme. Ce sont des quasars, ce sont mes objets préférés après l'univers. Mais c'est des trous noirs supermassifs. Et donc, en fait, c'est deux images du même quasar. Ici, ce que vous voyez ici, c'est un objet massif, une grosse galaxie qui en fait, sépare en deux les trajets lumineux et vous crée ces deux images. Ici, vous avez la croix d'Einstein. En fait, vous avez 5 images aussi d'un quasar. Alors, il y en a une qui est difficile à voir, qui est juste ici. Mais il y a, vous voyez, au lieu, vous avez un objet coupé en 5 par cet effet antigravitationnel. Vous avez des structures comme ça qui sont ce qu'on appelle l'anneau d'Einstein. Ça correspond à une situation où l'observateur, la lentille, donc l'objet massif et la source sont complètement alignés. Donc ça veut dire que la lumière elle peut passer par tous les côtés. Alors celui-ci n'est pas complètement parfait, mais c'est le premier anneau d'Einstein qui a été découvert par Euclide. Des objets très lourds, ma collègue Dominique Etkert vous en a parlé, ce sont les plus gros qu'on connaît, ce sont les amas de galaxies. Et vous avez probablement même vu ce genre d'image par mon collègue, parce que déjà elles sont assez impressionnantes, et puis c'est les objets que lui considère comme ses objets préférés. Alors c'est des régions, vous avez énormément de galaxies, des milliers de galaxies, celui-là il est spécialement gros, et donc il y a une très forte masse à un endroit dans l'univers. Mais il y a des galaxies derrière. Et ces galaxies, la lumière qu'elles émettent va passer dans le champ gravitationnel de l'amas et donc vont être déformées. Et cette déformation, quand on est dans un objet aussi lourd qu'un amas de galaxies, peut être extrêmement impressionnante. Donc, je précise, les galaxies vont bien, merci pour elles. Ce sont les images qui sont déformées. Les galaxies sont parfaitement normales, mais elles sont très loin aussi de cet amas. D'ailleurs, les galaxies qui ne sont pas déformées, vous voyez, il y en a toute une série, celles qui ne sont pas déformées sont des galaxies à l'intérieur de l'amas. Donc c'est vraiment que l'image qui est déformée. Et vous voyez, elles sont aplaties un peu comme des crêpes. Vous voyez ici des structures aussi, dans celui-ci, qui sont assez marrantes. Et puis pour parler d'images marrantes, je vais vous montrer aussi celle-ci, qui est une vraie image, le smiley cosmique. Et donc vous avez un amas de galaxies comme ceci, et vous voyez ces arcs absolument incroyables qui doivent être complètement alignés avec le centre de masse de l'amas pour faire des choses, pratiquement un anneau d'Einstein dans un amas de galaxies. Ça, ce sont ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles fortes. C'est-à-dire que l'effet sur l'image est très très important. Alors ça nous permet déjà de peser cette masse invisible. Parce que regardez cette image-là. Alors, vous avez un amas de galaxies. Et vous avez plein de petits points avec des numéros dessus. Si vous regardez en détail, comme vous voyez ici, il y a un nombre, un point, et puis un nombre. Alors, en fait, si vous avez 44 points, c'est l'objet numéro 44, première image. Ça veut dire que vous pouvez faire le petit jeu de chercher quelque part 44.2, peut-être même 44.3, etc. Alors vous pouvez essayer de jouer, mais je vais tricher un petit peu, puis vous montrer quelques-unes. Si vous regardez les objets qui ont la même couleur, ce sont des images du même objet. On le sait parce qu'on a justement regardé leur empreinte digitale.
Donc vous voyez ici par exemple l'objet 47 a 4 images. L'objet 18 en a 2, celui-ci 44, ah ben je ne savais même pas que j'ai pris au hasard. Il se trouve même des deux côtés de la map galaxie, 49, etc. Et vous pouvez évidemment continuer le jeu avec tous les objets, s'ils sont marqués ici, c'est qu'ils ont plusieurs images. Donc, on peut, après, essayer de reconstituer la masse de l'objet. Essayer justement ces contours ici. On essaye parce qu'on peut calculer toutes ces trajectoires. On met des galaxies à l'infini, on met une masse à un endroit, puis on regarde quel type de séparation de source on a. Et puis on continue le petit jeu jusqu'à ce qu'on soit capable d'expliquer pourquoi la source 47 a 4 images comme ceci, pourquoi celle-ci on a 3, etc. Et donc, à la fin, on a réussi à mettre une masse, avec même un profil, donc vous voyez, les pics de densité de masse sont comme ceci, et ça nous permet de peser directement les amas de galaxies par l'effet de lentille gravitationnelle forte. Alors, l'effet d'un amas sur une galaxie va être cet étirement, comme ceci. Mais plus généralement, il se passe deux choses. Donc, vous avez votre galaxie très loin, vous avez votre amas de quelque matière que ce soit. Je rappelle, il n'y a pas que la matière des galaxies qui compte, c'est la matière noire aussi. Vous verrez c'est l'effet de la matière indirectement. Vous avez une source ronde à l'infini, elle va avoir deux effets. Un qu'on appelle de convergence, c'est-à-dire qu'elle peut être amplifiée, elle peut apparaître plus grande ou plus petite, et puis l'autre de cisaillement. Cisaillement, ça veut dire que tout à coup, le rond va devenir une ellipse. Et puis cet aplatissement va être dans la direction perpendiculaire à la masse. Donc vous voyez, si vous avez ces arcs-là, ça veut dire que la masse est dans cette direction. Donc vous voyez cet aplatissement ici extrêmement grand. Et donc, le problème, c'est que la convergence, vous ne pouvez pas la mesurer. Vous ne pouvez pas prendre une galaxie et dire je vais mesurer sa convergence, parce que vous ne savez pas quelle est sa taille, a priori. Elle change de taille, mais vous ne savez pas de où elle est partie. Tandis que si vous savez que votre source est un rond, et que vous voyez une ellipse, vous pouvez mesurer ce qu'on appelle le cisaillement, directement. Et il se trouve que la plupart des directions dans l'univers, il n'y a pas d'amas. On est en général loin des amas. Donc ici, c'est une simulation numérique. On a mis un fond de galaxie un peu au hasard, puis on a mis un gros amas à cet endroit-là. Et vous voyez, alors ici, il y a des effets de cisaillement importants, mais si vous regardez à cet endroit-là, vous ne voyez rien à l'œil. Pourtant, il y a toujours un effet dû à cet amas, mais il va être très faible. Et donc ça va être le régime qu'on appelle les lentilles gravitationnelles faibles. Et c'est celles-ci qui vont nous permettre d'étudier tout l'univers, parce que c'est celles qui sont les plus fréquentes. Elles sont absolument partout dans l'univers. On peut mesurer le cisaillement, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que, ok, le cisaillement, vous prenez un rond, et puis vous obtenez l'ellipse. Mais imaginez, il y a d'autres effets. Si votre galaxie est complètement ronde, ce qu'on espère, par projection, elle va aussi devenir une ellipse, juste par le fait que si elle n'est pas orientée perpendiculaire à vous. Donc, vous voyez cette galaxie ici, par exemple, déjà à la base, elle n'est pas ronde. Et donc, ce que vous mesurez, en fait, c'est la combinaison du cisaillement, l'effet que vous recherchez, puis d'un autre effet que vous ne recherchez pas du tout. En plus, cette mesure est très difficile à faire parce que l'effet est tout petit. Vous voyez, ça, c'est la galaxie qui apparaîtrait si elle n'avait pas de masse. Vous rajoutez du cisaillement, elle va être légèrement plus plate. D'accord? Mais après, vous avez un télescope qui va faire que l'image va être dégradée. Votre détecteur, il a des pixels. Vous rajoutez du bruit. Donc, en fait, ce qu'on veut mesurer, c'est un effet très petit sur une image comme ceci. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous essayer de mesurer le poids d'une souris. Parce que le cisaillement qu'on cherche, il est de l'ordre de 0,1%. Il y en a des plus faibles, mais vous ne le détecterez pas. Il y en a des plus forts, mais là, ils seront très rares et ce sera des lentilles gravitationnelles fortes. Vous voulez mesurer le poids de cette souris? Oui, mais la souris est posée sur le dos d'un éléphant dont vous ne connaissez pas le poids. Alors, c'est là où il y a deux concepts qu'on a traduits en français par précision et exactitude, et je vais vous montrer la différence. Imaginez une cible et vous avez deux personnes qui lancent des fléchettes.
Une personne très précise va être une personne qui va tirer toutes ses fléchettes au même endroit, mais pas forcément au bon endroit. Une personne exacte, alors on peut être les deux, disons, l'un n'empêche pas l'autre, mais une personne exacte va tirer ses fléchettes partout sur la cible, mais en moyenne, si vous faites la moyenne, vous arrivez ici. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se dire, on va mesurer plein de cisaillements. Chaque mesure individuelle va être complètement pourrie, elle ne vaudra rien du tout. Mais on espère qu'elle va être exacte dans ce sens-là, et si on mesure suffisamment de galaxies, on va se rapprocher comme ceci, et finalement obtenir la bonne réponse. Alors, à partir de ça, on va faire des cartes de cisaillement, et puis on va retrouver notre ami Fourier. Grâce à une transformation dans l'espace de Fourier, cette carte de cisaillement peut être transformée en une carte de masse. Alors, les deux sont des images fausses, elles ne correspondent pas, mais c'est le principe. Vous pouvez faire ces cartes de cisaillement, vous mesurez un cisaillement qui est extrêmement mal mesuré, quand il est extrêmement gros, celui-là, le bruit a été enlevé, mais très mal mesuré parce que vous avez tout cet effet éléphant. Et à partir de ces cartes de masse que vous allez construire, vous allez pouvoir essayer de les faire correspondre avec des différentes cosmologies, et puis voir mathématiquement, est-ce que ça ressemble plus à cette cosmologie, cette cosmologie. Donc vous allez déterminer de cette manière les paramètres de notre univers, la quantité d'énergie noire en particulier. Alors comment on va faire ça? On va faire ça avec le satellite Euclide. Et donc Euclide, c'est un télescope de 1,2 mètres, donc c'est pas extrêmement gros, mais relativement large. Mais comme on est dans l'espace, ses performances sont absolument fantastiques. Il est surtout équipé d'un grand champ, donc il peut voir 2,5 fois la Lune. Pour vous dire, le champ de vue, ça paraît petit, un appareil photo, c'est bien plus grand, évidemment. Mais le champ de vue d'Euclide est 100 fois plus grand que celui de Hubble ou du James Webb. Ça veut dire que si vous faites une carte du ciel, Euclide gagne à tous les coups. Il est beaucoup plus rapide pour faire une carte du ciel que même James Webb. Avec quand même une très bonne résolution qui est à peu près 10 fois meilleure que ce qu'on peut faire au sol. Deux instruments, un qui va faire des images avec 600 millions de pixels, et je vous montrerai ce que ça veut dire. Et le but, donc il a été lancé en 2023, le but d'Euclide, c'est de cartographier le tiers du ciel. 14 000 degrés carrés en 7 ans, ça fait déjà 2 ans qu'il a commencé ses opérations. Et avec ça, on va mesurer les formes, donc le cisaillement de milliards de galaxies. Alors, des milliards pour battre l'effet éléphant, justement. Étant dans l'espace, il a une très grande qualité d'image et une grande stabilité. Et surtout, ça lui permet d'observer dans l'infrarouge, donc d'aller plus loin, d'aller explorer non pas la moitié de l'âge de l'univers, mais les 90% de l'âge de l'univers. On a fait plein de choses à Genève sur cette mission, et je vous remontre l'obturateur. C'est une jolie bête de 14 kg qui va s'ouvrir et se fermer 350 000 fois dans l'espace pour justement permettre ces photos. C'est rigolo parce que cet appareil de très haute technologie a le même type d'obturateur qu'il y avait dans les appareils photo du début du XXe siècle. Mais voilà, c'est nécessaire pour faire ces images. Ok, il y a plein de choses comme ceci, mais il y a un truc qui est marrant, c'est que nous l'avons construit avec une société qui est basée à Aigle, qui fait du spatial. C'est que, imaginez, vous déplacez 14 kg, vous ouvrez 14 kg sur Terre, ça va, mais si vous êtes dans l'espace, si moi je suis Euclide, j'ouvre l'obturateur, je vais tourner comme ça. Bon, c'est pas bon pour les images. Donc, chaque fois qu'il bouge, vous voyez ici, il va tourner dans l'autre sens pour compenser. Alors, je vais vous montrer le ciel d'Euclide, on va faire un petit voyage avec. Donc ça, c'est une carte du ciel vue par Planck. Alors, c'est pas la même, c'est le même Planck, mais c'est une autre image. En fait, ce qu'on voit ici, c'est des poussières. Les traits jaunes que j'ai indiqués, c'est l'endroit où Euclide va observer, ici et là. Alors, c'est complètement du pipeau, j'ai tiré ces traits moi-même, ça ne correspond pas à la réalité, c'est juste pour vous indiquer pourquoi on n'observe pas tout le ciel, parce qu'en fait, il y a énormément de poussières ici qui sont dans notre galaxie, qui nous bloquent la vue des galaxies, donc on va observer juste les autres qui sont plus ou moins dégagées ici. Et on va se focaliser sur cette petite zone ici, qui n'est pas si petite, parce qu'en fait elle fait 132 degrés carrés, vous avez ici la Lune, donc ça fait à peu près 500 fois la Lune.
Et donc voilà, c'est une collection d'images. Et en fait, ce qui est absolument fantastique avec Euclide, c'est que ce n'est pas une image à 2 dimensions, c'est une image à 3 dimensions. Et je vais vous démontrer ça. Là, on a zoomé 4 fois. Donc j'ai pris une zone qui est celle-ci, et j'ai zoomé 4 fois. Voilà. Après, je dis, tiens, ça c'est joli. Alors, je vais rezoomer encore. Là, c'est 12 fois par rapport au zoom initial. Je dis, ouais, quand même, c'est très joli. Là, c'est marrant cet alignement et tout. Je vais encore zoomer un petit peu, 36 fois. Vous voyez, vous reconnaissez. Ah, ces 2 galaxies en interaction, elles sont quand même assez spectaculaires. Et donc on va zoomer encore 150 fois. Vous voyez, l'image est encore parfaitement nette, 150 fois. Et voilà, je m'intéresse à la galaxie du haut, cette fois je zoome 600 fois. Alors là, on commence à voir que l'image est un petit peu floue et tout. C'est la première fois qu'on voit qu'elle est un petit peu floue. Et vous voyez, alors, si vous voulez étudier des galaxies, Euclide n'est pas du tout fait pour étudier cette galaxie-là, parce qu'en fait, bon, elle est beaucoup trop grande, trop proche, donc il y aura très peu d'effets. En fait, les galaxies qu'Euclide va étudier, là, alors, il y en a beaucoup plus que celles que j'ai indiquées, mais c'est juste pour vous donner des indications. On va mesurer le cisaillement dans ces petites galaxies ici. Et donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir cette qualité d'image incroyable, mais vous vous rendez compte quand même que la mesure va être extrêmement difficile. Et juste pour vous montrer une autre capacité d'Euclide, c'est de trouver plein d'objets bizarres. Alors ça, ce sont toutes des lentilles gravitationnelles fortes. Vous voyez ici, il y a plein d'anneaux d'Einstein, il y a des endroits où vous voyez des cisaillements, etc. Il y a des galaxies en interaction, il y a toutes sortes de choses. En observant une zone du ciel qui est absolument incroyablement grande par rapport à ce qu'on a pu observer à de telles profondeurs, on voit des choses qu'on a vues qu'une fois avant, ou 2 fois. Puis là, tout à coup, c'est des centaines de fois. Rien que des anneaux d'Einstein, ici, vous en avez certainement une vingtaine, mais c'est un tout petit bout de ce que Euclide a observé. On connaissait peut-être 10 anneaux d'Einstein avant, maintenant on en connaît des centaines et des centaines. Alors avec ça, on va obtenir à un moment donné, pas encore, parce qu'on est encore en train d'analyser les données, des cartes de masse comme celle-ci. Elle a été faite par un télescope au sol qui s'appelle le Dark Energy Survey, et ça c'est la zone du ciel qu'ils ont observé. Alors ça fait 5000 degrés, c'est le tiers de ce que Euclide va observer, et c'est depuis le sol, donc c'est pas la même qualité d'image, mais ça vous donne une impression. Alors la forme du survey et du sondage est très bizarre, mais je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Donc ça vous montre qu'on est capable avec cette technique de faire des cartes de masse, même si je ne peux pas encore vous montrer celle d'Euclide. Mais Euclide va rajouter quelque chose par rapport à celle-ci. C'est la 3e dimension, encore une fois. Ici, vous avez un nuage de matière noire, et vous avez des galaxies derrière. En fait, c'est extrêmement important de savoir à quelle distance elles sont. Est-ce qu'elle est ici, la galaxie, ou est-ce qu'elle est là? On ne s'est pas écrit dessus. Il faut chercher à comprendre, il faut trouver un moyen pour estimer si elle est proche de nous. Parce que comme ça, si elle est loin ou si elle est proche, on va pouvoir en fait découper des tranches de l'univers et faire des cartes de masse, pas juste entre nous et l'infini, mais à des distances spécifiques. Et ça, c'est une tâche qui est en fait ma tâche principale maintenant que j'ai fait le shutter dans Euclide, c'est d'essayer de trouver ces distances, sans avoir recours à la spectroscopie, parce qu'il y a beaucoup trop de galaxies et elles sont beaucoup trop faibles. On essaie d'utiliser les couleurs des galaxies pour les replacer à 3 dimensions. Alors voici comment ça marche. Donc là, encore une fois, ça c'est le domaine visible. Vous avez une galaxie, vous voyez ici son spectre, et puis elle va se déplacer dans l'univers à différents, on appelle ça des redshifts, donc alors ça veut dire quand la taille de l'univers était les 2/3 de ce qu'elle est maintenant. Et en fait, donc, au fur et à mesure qu'on se déplace comme ceci, ce qu'on appelle le spectre de cette galaxie va se déplacer, il va devenir de plus en plus rouge. Ça, c'est la quantité de lumière qu'il émet à différentes longueurs d'onde, donc dans le bleu, dans le vert et dans le rouge. Et j'ai reporté ici ces observations. Donc vous voyez que si la galaxie est proche, le bleu est plus fort que le vert, que le rouge. Et puis, ça change en fonction de ce redshift. Et si vous prenez celui-ci, ben en fait, c'est le contraire. Le rouge est beaucoup plus fort que le vert, qui lui est beaucoup plus fort que le bleu. Donc en fait, alors, évidemment, ça c'est une vision très simple. La réalité est beaucoup plus compliquée, mais c'est le principe. On regarde les couleurs de ces galaxies et on essaie de les positionner à 3 dimensions. Et comme ça, on va le faire pour des milliards et des milliards de galaxies. Et donc avec ça, j'ai déjà anticipé, ça va nous permettre de faire des cartes de cisaillement, non pas
à intégré sur tout l'univers, mais en fait à différents moments de l'univers. Et donc on va voir, en fonction du temps, cette carte va nous donner, cette carte de cisaille, on va donner une carte de masse comme ceci, qui va devenir comme ceci, qui va devenir comme ceci. Et c'est cette évolution de la forme de l'univers, la structure de l'univers en fonction du temps, qui contient en fait toutes les données cosmologiques, la quantité d'énergie noire, non seulement maintenant, mais aussi en fonction du temps. Et c'est de savoir combien d'énergie noire il y avait à ce moment-là par rapport à combien il y en avait maintenant, c'est absolument fondamental pour savoir de quoi est faite cette énergie noire. Donc ça prendra pas mal de temps, on n'y est pas pour tout de suite. Il y a 7 ans de mission, donc ça va nous amener en 2030. On espère qu'à ce moment-là, on aura bien compris comment marche Euclide et qu'on va être capable d'analyser. On s'entraîne, on fait ça tout le temps, tous les jours. Et donc, voilà, d'ici 2030, on espère que Euclide aura donné la clé qui nous permettra de comprendre ce qu'est l'énergie noire. Et par là, le destin de notre univers. Alors, je vais conclure ici. Je pense que je ne suis pas trop mal dans les temps. Vous avez probablement vu ça il y a 2 semaines, c'est l'amas du boulet. En fait, ce sont 2 amas qui se sont collisionnés à très forte vitesse. Et ce que vous voyez ici, vous avez plein de galaxies à cet endroit-là, vous avez quelques galaxies à cet endroit-là. Vous avez ici, c'est une image en rayon X faite par un satellite, et c'est du gaz. En fait, dans ces amas de galaxies, vous avez du gaz. Ce gaz entre en collision, lors de la collision des 2 amas, et en fait reste sur place. Ça fait un choc et il reste sur place. Ils se rentrent dedans et ils restent là. Les galaxies, même s'il y en a beaucoup, elles occupent une tellement petite place dans l'amas qu'il n'y a aucune collision. Donc les galaxies traversent aussi. Et puis ce qu'on voit en bleu, eh bien, c'est la masse faite par cette technique de cisaillement. Et la masse, en fait, se trouve à l'endroit où il y a les galaxies, mais on voit aussi qu'il y en a beaucoup plus que la masse des galaxies. À peu près 100 fois plus. En bleu, la masse en bleu est à peu près 100 fois la masse des galaxies qui sont à l'intérieur, et puis ça fait à peu près 10 fois le gaz qui est là, 10 fois la masse qu'il y a dans ces galaxies. Donc voilà encore une autre étude possible grâce aux lentilles gravitationnelles faibles de mesurer la masse de ces amas. Et ça, cette observation est pour beaucoup d'astrophysiciens la plus grande preuve que la grande quantité de la masse se trouve sous une forme noire, et donc sous forme de matière noire. Voilà, je vais m'arrêter ici, et je vais entendre vos questions.